Bonjour, je suis Laure Duret, je suis animatrice du réseau national handicap et je travaille pour la DGER, donc pour l'enseignement agricole. Bonjour, je me présente Hervé Lippe, je travaille pour l'ENSFEA, qui est l'école de formation pour les enseignants CPE et aussi infirmiers de l'enseignement agricole, qui correspond grosso modo, si vous ne connaissez pas, à peu près aux INSP pour l'éducation nationale. Donc, avant notre propos, tout d'abord, on tient à s'excuser de ne pas pouvoir être présent à cette journée, mais merci déjà pour l'invitation. Donc, on n'y est pas physiquement, mais le cœur y est. Et donc, cette vidéo nous représente et on espère que nos propos vont vous intéresser. Et si vous avez des questions à la fin de cette intervention, vous pourrez toujours nous contacter par mail, on est à votre disposition, bien entendu. Donc, il s'agit, via ce Daporama, de vous présenter ce qu'on a mis en place au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Enseignement agricole comme dispositif d'accompagnement sur les aménagements aux examens, puisque ce dispositif a pour but effectivement d'accompagner les équipes éducatives à accompagner les candidats dits aménagés, hein, pour ne pas dire en fait les candidats qui ont obtenu des aménagements aux examens. Alors, ce projet de dispositif est né de plusieurs constats établis depuis des enquêtes menées auprès des différents acteurs de la mise en œuvre des aménagements aux examens. Nous avons interrogé donc pour mettre en place ce dispositif des enseignants, des CPE, des proviseurs, mais aussi des chefs de centre et des agents des services des examens. Plein d'acteurs impliqués en fait dans la mise en œuvre de ces aménagements aux examens. Donc, parmi les problèmes que nous avons pu identifier, les plus fréquemment évoqués étaient ceux-ci. Alors, le premier, c'est déjà une méconnaissance de la part des différents acteurs des aménagements proposés, de ce en quoi ils consistent, leur rôle. Les équipes et les familles, en fait, on s'est aperçu qu'ils cochaient des aménagements sans savoir vraiment de quoi ils retournaient, en quoi ils consistaient. Ainsi, on a des jeunes qui se retrouvent avec des aménagements dont ils ne savent pas quoi faire et des équipes qui ne mettent pas en œuvre ces aménagements car ils ne savent pas non plus en quoi ça consiste. Le deuxième problème identifié, c'était une sorte de confusion par les équipes sur le rôle et les missions, non seulement des adjumènes aux examens, et rôle et mission en fait qu'ils confondaient souvent avec le rôle et les missions de l'auxiliaire de vie scolaire qui accompagne le jeune sur le temps scolaire. Donc ils avaient du mal à faire la différence entre le rôle de l'ASH en cours et le rôle de l'aide finalement sur les examens. Ils avaient aussi beaucoup de mal à identifier les limites des missions des aides humaines aux examens. Qu'est-ce que peut faire un lecteur? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, par exemple? Et du coup, il s'agissait ici d'éclairer les fonctions de ce type d'aide. Troisième difficulté qu'on a pu mettre en évidence, c'est des difficultés pour les chefs de centre à accueillir les candidats aménagés et les aides humaines. Alors, d'une part, parce que le nombre de candidats aménagés augmente de façon exponentielle. Et puis le nombre aussi d'aides humaines pour les accompagner augmente aussi de façon exponentielle. Et du coup, les chefs de centre se disent démunis pour accueillir ces candidats, débordés par ce nombre de candidats grandissant, et ce qui nécessite un peu une réorganisation des centres d'examen. Donc, il s'agissait ici de déterminer quel point de vigilance un chef de centre devait avoir lorsqu'il préparait son centre d'examen pour accueillir au mieux les candidats aménagés. Une quatrième difficulté vient des candidats en fait eux-mêmes, c'est-à-dire que les chefs de centre ont fait remonter que certains candidats découvrent qu'ils ont obtenu des aménagements le jour des épreuves, à leur arrivée sur le centre. D'autres arrivent et refusent l'aménagement obtenu parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de s'en servir ou parce qu'ils ne savent pas s'en servir ou parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. Donc, on imagine bien que quand il s'agit uniquement d'un tiers-temps, le refus se gère facilement, mais lorsqu'il s'agit d'une aide humaine, hein, qu'est-ce qu'on fait? D'autres, enfin, ont une manière toute particulière d'utiliser leurs aménagements et lorsque le chef de centre tente d'expliquer ou de cadrer la mission d'un lecteur, par exemple, il peut se heurter à l'incompréhension ou la stupeur du candidat, voire de son aide humaine qui a l'habitude d'agir de manière différente. Et enfin,
Le dernier problème, c'est la méconnaissance de leur mission par les agents qui sont convoqués pour assumer le rôle d'aide humaine. Ils arrivent sur le centre, ces gérants, et puis et ben, en fait, ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est autant de questions sans réponse, surtout quand le chef de centre lui-même ne maîtrise pas le sujet. Donc, le dernier problème identifié, c'est qu'on relève souvent le manque de cohérence entre les besoins des candidats et les aménagements demandés ou obtenus. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que les jeunes n'ont pas été consultés lorsqu'on a fait le choix des aménagements. Et certains se retrouvent avec des aménagements qui ne leur servent à rien, d'autres avec des aménagements qu'ils n'ont jamais expérimentés. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons voir les objectifs recherchés à travers les actions que nous avons proposées. Premièrement, outiller les équipes éducatives afin qu'elles puissent accompagner au mieux les candidats et leurs familles sur la demande d'aménagement aux examens, afin que celle-ci soit faite, bien entendu, en cohérence avec les besoins du candidat et en toute transparence. Donc, c'est s'assurer que les équipes éducatives le fassent bien vraiment avec le candidat et les familles et non pas comme ça a pu se faire fut un temps où les familles faisaient des propositions dans leur coin et l'établissement regardait et validait ou ne validait pas certaines actions. L'idée, c'est qu'ils le fassent de manière collaborative et ensemble. Deuxième chose, outiller les candidats afin qu'ils sachent utiliser les aménagements obtenus de manière efficiente. Et donc, pour le savoir, il faut les préparer à les utiliser, ces aménagements, et donc à le préparer soit dans le cadre des formatives, soit dans le cadre aussi des examens blancs, soit aussi dans le cadre d'heures d'études qui peuvent être proposées ou un mercredi après-midi si jamais ce sont des internes, par exemple. Outiller aussi les aides humaines qui sont convoquées pour qu'elles puissent assurer leur mission de manière efficiente pour répondre à la problématique qu'a évoquée ma collègue juste avant, c'est-à-dire que pour certains, ils découvrent le matin même où ils arrivent à l'examen ce qu'ils doivent faire, ce qui n'est pas convenable, et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et encore, quand on dit ils découvrent, c'est un document recto verso où ils apprennent les grandes missions, et donc c'est pas comme ça qu'on apprend à savoir humainement se positionner par rapport aux jeunes qu'on doit accompagner. Et dernièrement, outiller les chefs de centre pour que eux, ils soient prêts à accueillir les candidats qui ont un aménagement et les aides humaines de manière efficiente. C'est-à-dire que comment ils anticipent l'accueil de ces personnes en amont de l'épreuve et non pas dans les 10 dernières minutes où on est en train de répartir les salles, qui puissent informer les aides humaines de leur mission et de l'élève qui est attribué, qui ne sera pas forcément euh, l'aide humaine ne connaîtra pas forcément l'élève en fonction de la demande d'aménagement qui a été faite. Soit c'est l'AVS du candidat, mais il y a une demande particulière sur la demande d'aménagement. Sinon, ce sera une aide humaine peut-être d'un autre établissement. Et donc, pour ça, ça demande pour qu'il y ait une équité de traitement, bien entendu. Et en fonction des besoins du jeune, il y aura cette répartition qui se fera par le chef de centre et non par les aides humaines à proprement parler. Et donc, tout ça, ça demande une organisation pour connaître les missions de chacun et aussi pour que l'aide humaine puisse échanger en amont de l'épreuve avec le candidat pour savoir comment il s'organise durant l'épreuve en question. Donc, première action qui a été mise en œuvre, ce sont des actions de formation à destination des équipes éducatives. Donc, il y a eu plusieurs sessions de formation proposées en région, au niveau national. Les objectifs, c'était comprendre le but et le rôle des aménagements aux examens, de comprendre le rôle et la mission d'une aide humaine, d'un lecteur, d'un scripteur, d'un assistant, comprendre ce qui implique en termes d'organisation du travail, l'utilisation efficiente d'un aménagement, et bien sûr, objectif final, amener les équipes à comprendre la nécessité de préparer les apprenants à utiliser leur aménagement. Donc, il y a des jeux de rôle qui sont utilisés dans le cadre de ces formations. Il y a aussi des capsules vidéo que nous avons réalisées. Donc, nous avons simulé des examens concernant des lecteurs, concernant des scripteurs et concernant des assistants, autant à l'écrit qu'à l'oral pour la partie assistant, et ce qui nous permet de faire des focus sur des éléments qui nous paraissent clés, c'est-à-dire avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve ou à la fin de l'épreuve, sur des éléments clés pour ces différentes missions qui sont confiées aux aides humaines. Je laisse ma collègue poursuivre sur la deuxième action mise en œuvre. Alors, la deuxième action mise en œuvre, une action de formation aussi, est une action qui a été co-construite en fait avec un groupe d'agents volontaires. Donc, ces agents volontaires étaient en fait 16 chefs de centre de la région Aura, puisque en fait, on a au départ parti d'une expérimentation dans la région Aura, auquel se sont joints deux représentants du service des examens de cette même région.
Donc au départ, on a réuni donc ces 16 chefs de centre et ces deux représentants du service des examens de la région Aura. Et puis on a fait ressortir toutes les difficultés que pouvait rencontrer un chef de centre. Et on a essayé d'établir ce que le chef de centre devait savoir pour être efficient dans son accueil, c'est-à-dire sur le rôle et les missions, par exemple, des aides humaines, mais aussi sur ses droits et ses obligations par rapport à un candidat aménagé. Voilà. Et ce que le chef de centre aussi devait prévoir en termes d'organisation pour accueillir au mieux des candidats. Voilà, la présence des agents des services des examens a été essentielle car on a pu aussi discuter de la modification de certaines procédures. Par exemple, les chefs de centre, lors de ces discussions, ont demandé à pouvoir arriver sur leur centre une demi-journée avant le début des épreuves pour vérifier l'organisation du centre en termes d'espace. Est-ce qu'il y a assez de salles pour les candidats aménagés? Est-ce qu'il y a des prises électriques qui sont disponibles dans les salles avec des candidats avec des ordinateurs? Ils ont aussi également demandé à être accompagnés d'un adjoint pour le premier jour de centre pour pouvoir accueillir les candidats aménagés dans de bonnes conditions, mais pour pouvoir aussi accueillir les aides humaines lorsqu'il y en avait aussi dans de bonnes conditions et de pouvoir leur expliquer quel était leur rôle. Voilà, de pouvoir organiser en fait l'accueil des acteurs du centre sans être pris par le temps. Voilà, donc cette formation, elle a été co-construite en fonction de toutes ces remarques. Et maintenant, elle accueille les chefs de centre. Donc, c'est les services des examens qui proposent à leurs chefs de centre de s'inscrire à ces formations qui sont spécifiques pour eux. Une troisième action de formation a été initiée, cette fois-ci à destination des agents convoqués pour assurer les missions d'aide humaine. Donc, le but, c'est de donner en peu de temps les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'aide humaine uniquement. Donc, les agents sont convoqués à cette formation via en fait leur convocation aux examens. Donc, ils reçoivent la convocation pour leur dire qu'ils sont aides humaines ou les examens. Et sur cette convocation, on les invite à suivre une formation à distance de 2 heures euh, pour leur expliquer quels sont les rôles et les missions d'une aide humaine à l'examen. Donc la formation comporte trois parties. La première qui détaille un peu la posture générale à adopter en tant qu'aide humaine. Donc une posture de neutralité, de bienveillance, mais l'idée aussi qu'on est là pour assister le candidat, mais pas pour faire à sa place, etc. L'autre partie détaille des activités possibles de l'aide humaine lors de l'examen, suivant la mission qui lui incombe. Donc, en gros, je suis lecteur, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, je suis scripteur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, etc. Et la troisième partie de la formation, en fait, est consacrée à la connaissance du fonctionnement d'un centre pour que l'aide humaine puisse identifier le chef de centre, son rôle, puisse identifier les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, donc les PV de salle, les PV de centre, etc., etc. Et puisse aussi se repérer dans le déroulement des épreuves par rapport au jury, etc. Alors, ma collègue n'a pas précisé, mais en fait, les deux dernières actions de formation qui a été présentées, autant celle des chefs de centre qui s'est passée en région Aura et la dernière sur les aides humaines qui s'est passée aussi en région Aura, l'idée, c'est d'avoir une expérimentation pour essayer de voir quels effets bénéfiques ça peut porter ou pas. Bon, a priori, il y a quand même des effets bénéfiques, on s'en doute, mais il fallait quand même l'évaluer. Et donc, l'idée, c'est qu'on attend la deuxième année, donc on va arriver à la deuxième session d'examen en juin 2023 pour après essayer de le proposer au niveau national à ce type d'action. Voilà. Dernière action mise en œuvre, la construction d'outils, donc des outils co-construits avec des participants aux différentes formations qu'a évoquées Madame Duré, à partir des besoins et de leurs remarques. Et donc ces outils ont été déposés sur une plateforme de ressources qui est accessible et que je vais vous montrer pour pouvoir les retrouver. Alors excusez-moi, hop. Du coup, je vais vous partager l'écran. Voilà.
Donc, normalement, vous devez voir la plateforme de formation. Donc, ici, vous avez donc l'Access Lab. L'Access Lab est un site hébergé par l'ENSFEA. C'est un site internet, mais aussi un lieu physique où on peut manipuler des outils numériques et c'est ouvert à tout à chacun, pas que au ministère de l'Agriculture. Donc, sur l'Access Lab, les ressources que j'évoquais, elles sont présentes ici. Quand vous allez le petit onglet ressources, vous avez des productions du Réseau national handicap, en l'occurrence, qui ont été faites par Madame Duré. Et donc, sur l'aménagement aux examens, par exemple, vous avez des consignes pour l'aide humaine. Donc, on va regarder, par exemple, celle-ci. Voilà, ça arrive, excusez-moi. Donc, je suis obligé de réarrêter le partage et de vous montrer la fiche en question. Hop. Donc là, vous avez, je vais le mettre en grand, ce sera peut-être plus facile à suivre. Donc, vous avez des aménagements, des consignes pour l'aide humaine. Donc, ça rappelle un cadre réglementaire. Ça rappelle beaucoup le réglementaire au début. Puis après, vous allez avoir des cas pratiques. Voilà, vous avez, je suis lecteur. Qu'est-ce que je définis avec le candidat avant le début de l'épreuve? Donc là, vous avez différentes préconisations que je ne vais pas vous lire. J'ai le droit de quoi et je n'ai pas le droit de faire quoi en tant que lecteur. Et ça, vous avez la même chose pour je suis scripteur. Et enfin, je suis assistant. Donc, on a essayé de proposer plusieurs fiches qui nous permettent, pour les aides humaines, de pouvoir se repérer à travers l'ensemble de ces documents. Donc, vous avez aussi accompagné par une aide humaine, conseil méthodologique pour préparer l'apprenant à utiliser ces aménagements obtenus. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a bien vu que pour certains, ils ont des aménagements, mais ils ne les ont jamais utilisés ou mobilisés dans le cadre de leur scolarité. Résultat des courses, ils arrivent le jour J, en contrôle continu de formation, les ECCCF ou en épreuve ponctuelle terminale, et du coup, ils arrivent un peu démunis, et donc certains ne s'en saisissent pas, c'est ce qu'évoquait ma dernière quand elle disait c'était le candidat, il y a un problème au niveau du candidat, le candidat ne s'en saisit pas, donc soit il a effectivement pas envie, mais si on lui a jamais montré à quoi ça peut servir cet aménagement, forcément il va pas s'en servir. Après, la question se pose, c'est comment on a demandé les aménagements? Est-ce que le candidat est d'accord, pas d'accord? Et donc, vu qu'on est sur la période de l'adolescence, des fois, ça peut poser certains blocages. Voilà. Donc, vous avez plein de ressources. N'hésitez pas à aller visiter ce site pour pouvoir vous faire une idée un peu plus de ce qu'il peut y avoir dessus. Donc, je reviens sur mon... Oui? Je voulais juste rajouter par rapport à ces outils, donc il y en a qui sont en cours de création et qui, pour l'instant, ne sont pas postés sur la plateforme, mais qui vont y être très prochainement. Il y a déjà un guide qui s'appelle Guide pour remplir le dossier de demande d'aménagement aux examens, qui va être destiné à aider les équipes éducatives à identifier les aménagements correspondant aux besoins des apprenants, qui les accompagnent. Donc, le guide, il aura pour but en fait d'expliquer à quoi correspond chaque item que propose le dossier d'aménagement aux examens, dans quelles conditions en fait il peut être proposé et les limites de l'aménagement proposé. Voilà, donc ce sera pour éclaircir en fait la compréhension et donner des pistes aux équipes éducatives pour expliquer aux familles ce à quoi correspondent les items. C'est un guide qui servira aussi à établir le dialogue avec les familles. Et puis, en cours de construction aussi, co-construit avec l'équipe des chefs de centre qui ont participé à la formation et à l'expérimentation en aura, un vadémécum de bonne pratique. Je suis chef de centre et j'accueille des candidats aménagés dans lequel on va essayer de mettre en évidence les principales étapes du travail de chef de centre en amont du centre, pendant le centre et après le centre et pour expliquer, pour donner des indications aux chefs de centre pour bien gérer les candidats avec des aménagements aux examens. Donc, vous l'aurez compris à travers notre présentation, notre idée est de sensibiliser tant les acteurs qui vont être mobilisés en tant qu'aide humaine que les acteurs qui vont manager ces examens le jour J. Alors, si c'est une épreuve de contrôle continu de formation, ce sera le directeur adjoint. Si c'est une épreuve ponctuelle terminale, ce sera le chef de centre. Et du coup, c'est que l'ensemble de ces acteurs soient bien informés pour que le jour J,
le candidat ne se retrouve pas lésé, mais que le candidat ait aussi les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ses besoins à l'aide humaine qu'il aura en face de lui. Parce que sinon, ben, en gros, l'aide humaine, même si elle est lecteur, le jeune a une modalité d'organisation qui lui est propre et il faut s'adapter au jeune puisque l'aide humaine est à disposition, entre guillemets, du jeune. Voilà. On vous remercie de votre écoute. On est un peu frustré de ne pas pouvoir répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Je ne doute pas que vous trouverez nos adresses e-mail par l'intermédiaire de Madame Branciard. Et en tout cas, merci à vous et bonne continuation dans cette journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.